Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h45. Voici les titres de ce journal. Des aveux froids devant la commission de réconciliation en Gambie. Ils établissent un lien entre le régime de l'ancien président Yaya Jammeh et le MFDC. L'ex-capitaine Edouard Signaté révèle une relation étroite entre l'assassinat d'un ancien ministre gambien et une cagnotte d'argent destinée au mouvement des forces démocratiques de Casamance. Actualité politique au Sénégal, après le limogeage de Sory Kaba de son poste de directeur des Sénégalais de l'extérieur, place à la suspicion sur les intentions du président Macky Sall. L'opposition parlementaire prête au chef de l'État des velléités de briguer un troisième mandat en 2024. Ouverture demain du sommet Russie-Afrique à Sochi, un sommet de 2 jours qui sera dominé par l'ambition de la Russie de revenir en force sur le continent africain, mais aussi par les sujets commerciaux et le terrorisme. Le président sénégalais parmi la quarantaine de dirigeants qui seront aux côtés du numéro 1 russe Vladimir Poutine. Le reportage du jour, une curiosité dans la circulation automobile chez nous. Ce soir, ces voitures avec leurs vitres noires, ITV vous propose de percer le mystère. Et puis dans l'actualité des médias, Radio France Internationale en mode Peul et Mandeng, confirmation de la ruée vers l'Afrique des grands médias étrangers. Dakar, un choix stratégique pour RFI qui a déjà maillé le continent avec ses 41 correspondants. Bienvenue à tous. Direction la Gambie donc, la commission réconciliation poursuit ses auditions avec leur lot de révélations. L'ancien numéro 2 de la junte militaire, alors dirigé par le président déchu Yaya Jammeh, a marqué les esprits par son passage fracassant. Lors de son dernier interrogatoire, Edouard Signaté a lâché une bombe. Au dire de cet ancien capitaine de l'armée gambienne passé aux aveux, l'assassinat de l'ex-ministre gambien des Finances Ousmane Koro Cissé en 1995 était lié à un fonds destiné aux rebelles du MFDC. Signaté reconnaît lui-même sa part de responsabilité. Retour sur une journée d'audition marathon. Amadou Bari est notre correspondant à Banjul. C'est un Edouard Signaté à la fois placide et combatif comme d'habitude qui est apparu hier devant la commission de réconciliation pour la troisième fois. Prévue à 10h, l'audition n'a démarré que 2 heures plus tard en raison d'un problème technique avec la retransmission. C'est parti pour une audition marathon qui aura duré jusqu'à la tombée de la nuit, inédit depuis le début des auditions de cette structure. Le sujet sur lequel les enquêteurs se sont plus attardés est l'assassinat de l'ex-ministre gambien de l'économie et des finances Ousmane Koro Cissé en 1995. Là-dessus, Edouard Signaté de rappeler que lorsqu'il était adjoint à Jammeh en 1995, Muammar Kadhafi avait envoyé plus de $250,000 à Banjul destinés aux rebelles du MFDC. Signaté a expliqué les raisons possibles de l'assassinat du ministre qui, selon lui, était au courant de ces fonds libyens. 5 témoins de la commission l'avaient nommément cité pour son implication dans ce crime. Cependant, à l'en croire, même si présent, indique-t-il, il n'a pas participé à ce crime. Sceptique, l'avocat principal a enchaîné les questions. Mais contrairement à cet épisode, Signaté a assumé l'entière responsabilité quant au sort peu glorieux qui avait été réservé à ses 2 ex-camarades putschistes tombés en disgrâce, Sana Sabali et Sadibou Haïdara. Ces 2 ont connu le pire sévice en détention. L'un d'eux, Sadibou Haïdara, avait d'ailleurs succombé à ses blessures. À la fin de cette journée marathon qui a tenu en haleine les Gambiens, l'ex-ministre s'est exprimé en langue locale, en manding puis en wolof, pour se confondre en excuses à l'endroit de familles de victimes, non sans plaider également pour une véritable réconciliation de cœur en Gambie. Au Sénégal, l'hémicycle de la place Soweto bruit de la polémique sur un supposé troisième mandat. L'opposition croit savoir que le président Macky Sall a bien l'intention de se présenter en 2024. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sory Kaba, a été limogé hier pour sa position sur le sujet. Une mesure injuste selon des députés de l'opposition. Un reportage dans les couloirs de l'Assemblée nationale sénégalaise de Cheikh Hassan Fall et Pape Mafal Fall. Tous les actes posés par le président de la République vont dans le sens d'une volonté de briguer un troisième mandat. C'est du moins l'opinion de certains députés de l'opposition.
Nous savons tous ce que vise Macky Sall. C'est un troisième mandat. Tous ses faits et gestes vont dans ce sens. Et c'est à la population de se révolter. S'il ne s'avère pas, comme on dit, du wah-wahet ou du reculade à la dernière minute, moi je pense que le problème du mandat présidentiel, on peut se fier de la déclaration du président de la République. Même si Mame Diarra Fam se veut optimiste, on peut clore ce débat parce que c'est lui-même qui a déclaré qu'il en a fini avec les élections présidentielles. Ça veut dire qu'il ne sera plus candidat aux élections présidentielles. Donc, des députés qui trouvent regrettable que des hauts fonctionnaires soient limogés pour des raisons politiques. Je m'en désole, connaissant l'homme, peut-être sa loyauté envers le président de la République. Mais je m'en désole parce qu'il fut aussi notre directeur de Sénégal de l'extérieur et nous entretenions de très bonnes relations. C'est une honte de renvoyer un haut fonctionnaire qui ne fait que son travail et qui sert son pays un peu partout. Maintenant, le renvoyer et gâter son nom, c'est indigne. Pour les députés de la majorité présidentielle qui se sont confiés off the record, parler du mandat du président de la République est malsain et source de polémique. Le chef de l'État, lui, est en voyage à l'étranger. Macky Sall participe à la conférence d'Oslo sur la protection des océans, puis au sommet Russie-Afrique qui s'ouvre demain à Sotchi. Plus de 40 chefs d'État y sont attendus. Au programme, le retour de la Russie sur le continent africain, l'économie, le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la santé, entre autres sujets. Le point avec El Hadj Malick Cissé. Après une pause de 20 ans, la Russie est à nouveau prête à jouer un rôle actif sur le continent africain. Les 23 et 24 octobre, à l'initiative du chef de la Fédération de Russie à Sotchi, se tient un sommet spécial entre la Russie et l'Afrique, avec la participation de plus de 40 chefs d'État africains. Un sommet qui sera présidé par Vladimir Poutine et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État ne sera pas en reste. Macky Sall a quitté Dakar lundi pour prendre part à la conférence d'Oslo en Norvège sur la protection des océans. Qui dit sommet Russie-Afrique pense naturellement à la coordination des mesures de lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les défis qui se présentent pour la sécurité régionale et mondiale. Les perspectives économiques occupent une place capitale demain et feront l'objet d'un examen approfondi. Le 24 octobre, la session sera consacrée à l'avenir du continent africain, avec en toile de fond la souveraineté et les valeurs traditionnelles. Le sommet Russie-Afrique vise à parachever le retour de la Russie sur le continent africain. Plusieurs questions liées au développement, à l'économie, à la santé, à la culture seront abordées lors des sessions plénières. Depuis 2010, le poids du commerce entre la Russie et les pays africains a presque quadruplé, atteignant 20 milliards de dollars en 2018. La croissance des échanges commerciaux la plus active a été démontrée en 2014-2018, après le début de la confrontation des sanctions entre la Fédération de Russie, l'Union européenne et les États-Unis. Le volume des échanges commerciaux au cours des 3 dernières années a été multiplié par 5 pour atteindre 460 millions de dollars. La majeure partie du chiffre d'affaires provient des exportations russes de produits pétroliers, d'engrais, de produits agricoles et de machines. Après le sommet, la Russie et les pays de l'Union africaine envisagent de signer une déclaration politique de coopération. Il ne faudra pas oublier la jeunesse africaine, souvent au chômage. Justement, combat contre cette lancinante question. Le Sénégal est en avance dans la politique d'emploi des jeunes dans le secteur agricole. Le coordonnateur national du programme d'autosuffisance en riz le laisse entendre. Wali Diouf a soutenu cette thèse devant un parterre de jeunes venus de la sous-région pour participer à une rencontre sur l'agrobusiness. Écoutons le technicien du ministère de l'Agriculture. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à ce double défi de l'emploi des jeunes, mais aussi de la sécurité alimentaire. Le fait d'essayer de trouver un lien entre ces deux problématiques est extrêmement important et intéressant. Ça participe à l'éveil des consciences justement de la jeunesse. Il faut que ces jeunesses comprennent qu'effectivement, le secteur agricole est devenu aujourd'hui une niche d'emploi. Il y a des dizaines d'opportunités
qui existe dans le secteur agricole et qui peut aider justement à régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément est qu'en modernisant le secteur agricole, on augmente les métiers qui existent dans le secteur agricole, premier élément. Deuxième élément, on enlève la pénibilité qui existe dans le secteur agricole et on augmente la productivité et la production qui existe dans le secteur agricole. En enlevant maintenant la pénibilité, en augmentant la production et la productivité, on augmente du coup le revenu et donc on crée dans le secteur agricole des activités qui deviennent attractives pour la jeunesse. Waly Diouf du ministère de l'Agriculture était au micro ITV Mbour d'Aliou Kane. Radio France Internationale parle Peul et Mandeng. RFI diffuse dans ces deux langues africaines pour se rapprocher de ses auditeurs. La radio française vient de choisir le Sénégal qu'elle considère comme étant le cœur de l'Afrique en raison de sa position géographique jugée stratégique. Amagor Robernia et Augustin Bondan étaient présents à la cérémonie de lancement ce matin à Dakar. Doté d'un réseau de 41 correspondants dans 27 pays africains, la Radio France Internationale parle désormais Peul et Manding, deux nouvelles rédactions en langue nationale qui s'enracinent dans une logique de proximité avec ses auditeurs. Chaque langue est unique, on la porte dans son intimité, elle fait partie de notre identité. Chaque langue maternelle, c'est aussi important que l'air qu'on respire. Et dès lors, il nous semble que c'est important de les mettre sur nos antennes et de donner la parole à des journalistes qui parlent ces langues et qui s'adressent à des Africains qui les partagent avec eux. Ça nous semble faire partie de notre mission. S'agissant du choix de Dakar, la direction de la radio évoque plusieurs facteurs. On est très présent ici, on fait beaucoup de délocalisation. C'est familier et on avait un socle parce qu'on a des correspondants permanents et pour RFI et pour France 24. Donc ça nous a semblé naturel aussi parce qu'évidemment, c'est un pays qui est à l'intersection des deux langues qu'on va lancer et où on se déplace facilement. Et puis il y a des écoles de journalisme de haute qualité. Enfin, ça nous a semblé un lieu très opportun pour lancer cette rédaction. La rédaction installée à Dakar est composée d'une équipe de jeunes journalistes sénégalais et de la sous-région. C'est un honneur pour moi de faire partie d'une équipe pareille. Depuis le début, ça fait 7 mois que j'ai rejoint l'aventure. Un peu avant, il y a la rédaction Mondinkan qui existe depuis 4 ans maintenant. Mais nous sommes une équipe jeune, comme vous l'avez constaté, une équipe où il y a des hommes, des femmes, mais une équipe très jeune. Et c'est un défi, c'est un grand challenge du moment que je suis, par exemple, la première qui lance ce projet en full day. L'Afrique est ainsi au cœur des contenus que propose RFI grâce à ses rédactions en langues africaines implantées sur le continent. À ce rythme, l'installation éventuelle d'une rédaction Wolof n'est pas écartée. Et sans faire de publicité, RFI trône sur un réseau de 41 correspondants présents dans 27 pays africains. Abdoulaye Vilane, député et maire de Kaffrine, appelle à plus de vigilance par rapport à l'installation chez nous de ces médias étrangers. Pour lui, l'État doit instaurer une réglementation adaptée au phénomène. En dehors de cela, ces médias sont les bienvenus. Propos de l'homme politique. Nous n'interdisons à aucun étranger d'investir au Sénégal, mais pour autant que cet investissement-là respecte les lois et règlements de ce pays, mais préserve la spécificité culturelle, l'identité, les valeurs de notre société. Je sais que d'autres organes ou d'autres entreprises étrangères qui ont des intérêts de puissance étrangère sont venus investir au Sénégal. Ils vendent des produits culturels qui sont véhicules de produits de société qui sont souvent aux antipodes de nos valeurs et de nos références. Le gouvernement du Sénégal a veillé à ce que ces organes de presse, ces médias et ces puissances étrangères respectent les lois et règlements de ce pays, mais ne diffusent pas et ne me promeuvent pas quelque chose qui peut remettre en cause des intérêts du Sénégal. On dira alors RFI Hayoma, ne me demandez pas de traduire.
Coopération universitaire, 3 universités, l'UCAD et l'UGB au Sénégal et Cape Town en Afrique du Sud vont mener ensemble un projet de recherche durant les 3 prochaines années. Le travail consistera à évaluer l'impact du programme d'urgence pour le développement communautaire lancé en 2015 par le gouvernement sénégalais. Le PUDC, dans le principe, permet aux populations des zones rurales d'accéder aux services de base. Seulement, l'ennui, comme c'est souvent le cas pour le bon nombre de ces programmes de développement, il n'existe que très peu d'outils pour évaluer leur portée, d'où le projet de recherche des universités sénégalaises et africaines. Moustapha Gabar Diop et Cheikhou Gaye signent ce sujet. Le secteur de l'énergie reste le plus grand contributeur au réchauffement climatique au Sénégal, mais il existe très peu de données sur la question. Dans le cadre du suivi du PUDC, le programme d'urgence pour le développement communautaire, un projet universitaire entend évaluer la portée de la mise en œuvre du programme. Notre objectif, c'est de voir ce que le gouvernement a fait sur tout l'étendue du territoire, et spécialement sur le programme PUDC, et de voir les retombées et les impacts au niveau des populations. Donc, à partir de là, on peut peut-être faire des policy briefs, ce qu'on appelle en anglais les policy briefs, et réorienter le gouvernement et voir si, dans quelle mesure ils peuvent améliorer ce programme. Financé par le CRDI à hauteur de 246 millions de francs CFA, le projet entend explorer les domaines de la sécurité énergétique, la résilience des populations face au changement climatique et la question du genre. La stratégie énergétique du Sénégal prend en compte la résilience au changement climatique, puisqu'on sait que l'énergie est un des plus grands contributeurs au changement climatique partout. L'autre aspect, c'est que dans sa politique énergétique, le Sénégal va intégrer l'approche genre dans l'accès à l'énergie. C'est d'ailleurs un engagement du Sénégal au niveau de la CEDEAO. À terme, le projet doit permettre un meilleur suivi des programmes de développement et aider les décideurs à adapter les politiques publiques. Un pays comme le Sénégal doit développer des mécanismes internes et construire des capacités qui permettront aux politiques publiques de prendre cet élément-là en compte. Je veux dire les éléments de changement climatique. Comment donner la bonne information à temps pour que les gens puissent développer des habitudes qui vont les protéger contre les changements climatiques. Après 3 ans de recherche, le projet pourra fournir des articles et des ouvrages pour les universités sur l'évolution du PUDC. Des contenus qui contribueront également à la formation des étudiants et des populations. L'actualité internationale de ce mardi nous mènera d'abord en Guinée-Bissau où le Premier ministre Aristide Gomes dénonce une tentative de coup d'État. Nous nous rendrons ensuite en Russie, en Grande-Bretagne et enfin en Syrie. Le récit est de Mam Abdougaye Kassé. En Guinée-Bissau, le Premier ministre Aristide Gomes dénonce une tentative de coup d'État à un mois de l'élection présidentielle accusant Umaro Sissoko Embalo. L'accusé, l'ex-premier ministre, par ailleurs candidat à la présidentielle du mouvement pour l'alternance démocratique, mouvement formé par des frondeurs du PAIGC, a démenti et qualifié de cabale ces accusations. Aristide Gomes a également déclaré que les instigateurs du projet prévoyaient de le mettre en prison ainsi que plusieurs de ses ministres, à la suite d'actions de vandalisme en préparation pour les prochaines heures. Affirmant détenir des preuves matérielles qui vont être publiées au moment opportun, le Premier ministre s'est dit déterminé à poursuivre la préparation du scrutin du 24 novembre pour lequel 12 politiques se sont portés candidats, dont le président sortant José Mario Vaz. La communauté internationale insiste sur le respect de cette date, malgré les réticences de l'opposition qui juge ce calendrier difficilement tenable. En Guinée, 5 responsables du Front national de défense de la Constitution ont été condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. Ce jugement, rendu ce mardi par le tribunal de Dixine, est moins sévère que ce qu'avait demandé le procureur. Lors de son réquisitoire, le procureur avait requis 5 ans de prison ferme pour 7 des 8 prévenus. Les responsables du FNDC étaient poursuivis pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l'ordre public. Des faits finalement requalifiés par le président du tribunal en provocation directe à un attroupement
par des écrits et déclarations. « 47 chefs d'État et de gouvernement africains attendus pour prendre part au tout premier sommet Russie-Afrique qui s'ouvre demain mercredi à Sotchi au bord de la mer Noire. Cet événement, qui va durer 48 heures, s'inscrit dans le cadre d'une campagne de renforcement de la coopération économique et sécuritaire entre Moscou et le continent africain. Dans un entretien accordé à l'agence d'État TASS, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays est en train de préparer et de réaliser des projets d'investissement des participations russes qui se comptent en milliards de dollars. En Grande-Bretagne, Boris Johnson menace de retirer du Parlement la loi d'application de l'accord de Brexit et de demander des législatives anticipées si les députés refusent un calendrier d'accéléré d'adoption du texte, ce qui va rendre difficile sa rectification d'ici au 31 octobre. Les députés doivent se prononcer ce soir sur le calendrier d'adoption proposé par le gouvernement, qui prévoit une adoption du texte de 110 pages d'ici à jeudi soir. En Syrie, les combattants kurdes ont annoncé ce mardi à l'administration américaine qu'ils se sont totalement retirés de la zone de sécurité, une zone voulue par la Turquie au nord de la Syrie. Une zone de sécurité voulue par la Turquie avant l'expiration d'une trêve négociée par Washington avec Ankara. À présent, la page décalée de cette édition. Ce soir, premier sujet relatif à la circulation automobile. Il fut un temps, les véhicules à vitres teintées suscitaient beaucoup de curiosité. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux pour dire que le phénomène de mode s'est banalisé. Seulement, beaucoup ne comprennent pas vraiment l'utilité de se cacher derrière ces vitres noires. Quels en sont les avantages, ce qui suppose l'existence d'inconvénients? Comment peut-on s'en procurer? ITV a cherché à comprendre. C'est un reportage de Tidjane Sissé, Selman Diallo qui perce le mystère. Dans son parking d'exposition, ce vendeur de véhicules prend le soin de bien nettoyer les vitres de ses voitures. Ici, ce sont les véhicules à vitres teintées qui sont les plus nombreux. Ils viennent pour la majeure partie de l'extérieur. Ces véhicules viennent de l'Europe et des États-Unis. Mais quand ils viennent, ils ont souvent des vitres teintées. Mais les gens ajoutent leurs propres fibres. Ici, nous pouvons même voir des personnes qui ont teinté leur voiture au point de ne plus voir le rétroviseur. Teinter les vitres de sa voiture, le choix fait tache d'huile au Sénégal. Mais les motivations sont différentes. Il y en a même qui vont très loin, en allant même jusqu'à avoir des vitres tout noires. Et c'est pas bien. Ça, je pense que c'est réservé aux membres du gouvernement. Aujourd'hui, beaucoup de véhicules arrivent au Sénégal avec des vitres teintées, ce qui pousse certains au mimétisme. Ça peut embellir le véhicule, ça protège aussi contre le soleil. Les gens peuvent le faire aussi pour qu'on ne les reconnaisse pas. Et cela peut avoir des conséquences car ça empêche de voir ce qui se passe derrière. En plus, cela peut permettre aux malfaiteurs de pouvoir bien se cacher. Les véhicules teintés réduisent la visibilité dans certains cas, surtout la nuit, notamment dans le rétroviseur. Par ailleurs, celle-ci expose à certains dangers. À Touba, un enfant de 4 ans a perdu la vie dans un véhicule avec des vitres teintées. Le garçon a verrouillé la voiture de l'extérieur pendant que ses parents étaient à sa recherche. C'était donc l'histoire qui peut être dramatique des vitres teintées des véhicules, chacun se disant jamais sans les miennes. Là, maintenant, les boissons énergisantes qui sont également entrées dans les modes de consommation. Il y en a à foison dans les boutiques de quartier et supermarchés et les Sénégalais en raffolent. La question est de savoir distinguer la bonne boisson de l'ivraie, car cela peut être une forme de dopage qui n'est pas sans conséquence pour la santé. Ousmane Khan, Seleman Diallo, tout en énergie. J'ai l'habitude de prendre ces boissons et quand j'en prends, je retrouve mes forces et je me sens en forme. Il nous a vendu la mèche. Alors, nous nous sommes procuré une de ces boissons énergisantes, histoire de faire le plein d'énergie.
Mais le petit coup d'œil sur les ingrédients a freiné nos ardeurs. Dextrose, acide citrique, dioxyde de carbone, citrate de sodium, taurine, etc. Face à ce cocktail, nous avons jugé utile de recueillir l'avis d'un médecin. Vous m'avez cité du carbonate, ce n'est que du sucre. Mais sur cette boisson énergisante, vous pouvez avoir jusqu'à 10 grammes de sucre. Vous pouvez avoir d'autres substances telles que la caféine. C'est comme si, en prenant cette boisson énergisante, vous avez pris du café. Il y aura de la théine. C'est comme si vous avez pris à la fois du café, du thé, du gingembre, de la taurine, de l'oxyde citrique. Vous avez pris beaucoup de choses à la fois. En fait, vous avez fait un mélange, tout simplement pour avoir plus d'énergie que naturellement. Une consommation abusive de ce cocktail n'est pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. En quelque sorte, vous vous dopez pour pouvoir continuer votre travail. Mais si vous l'utilisez régulièrement, vous en utilisez 2 dans la journée ou vous l'utilisez tous les jours, vous êtes en train de vous doper régulièrement. Dès l'instant où on parle de conséquences neurologiques, des troubles du sommeil, vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui n'a pas passé, qui a passé des nuits sans sommeil. Et vous vous irritez vite, vous pouvez développer des complications liées à ces troubles du sommeil. Si on parle sur le plan cardiaque, aujourd'hui, si vous accélérez votre rythme cardiaque, c'est comme si vous conduisez votre voiture à plus de 120 km/h de manière permanente. Vous risquez de bousiller les éléments. Et donc, le cœur ne peut pas supporter une accélération permanente du rythme cardiaque. Le cœur peut se fatiguer et entraîner une insuffisance cardiaque, ce qu'on appelle les myocardiopathies rythmiques. Ça peut même, dans ces cas, aller vers d'autres... ça peut favoriser une crise cardiaque chez un patient qui est déjà un cœur délétère. Mansour l'apprendra à ses dépens. Son médecin l'a convaincu et il a finalement arrêté de consommer les boissons énergisantes. J'en prenais énormément, mais ça fait un moment, d'ailleurs, j'ai laissé tout cela. On croit que ces boissons énergisantes vont, combler la fatigue, mais en réalité, ce n'est pas bon pour la santé. Donc à un moment donné, j'étais un peu malade, donc je suis parti, mon médecin m'a dit de diminuer cela et de prendre des produits naturels tels que le bissap, le ginger, donc comme boisson énergisante. Bissap, bouillie ou gingembre sont peut-être la solution, mais le meilleur remède contre la fatigue demeure sans doute le repos. N'est-ce pas, docteur? N'est-ce pas donc, Omar Khan? Moralité de ce reportage, ces boissons énergisantes peuvent être un vrai cocktail explosif. Attention donc, mettons sainement le plein d'énergie, respirons de l'air pur. Justement, hier, Sophie Abba, juste après moi, à 20h30, Soda Diakhoumpa dans Kieno Askanui, elle nous présentera les dernières informations de la soirée et ça donnera du Kip Ribari. Merci, excellente soirée.